Cet ouvrage, pour vous, d'abord, l'essentiel? Bien, c'est un ouvrage en hommage à Sudelfuma. Cet ouvrage donc rassemble des contributions sur la notion de résistance en situation esclavagiste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Sudelfuma avait initié le grand séminaire d'histoire des Outre-mer, donc qui est une rencontre de chercheurs annuelle qui se fait une fois à La Réunion, une fois aux Antilles, une fois à Paris, et qui existe depuis 2012. Cet ouvrage, c'est finalement la publication d'un certain nombre d'articles de ces conférences qui s'interrogent sur la notion de résistance. En effet, le thème de résistance est beaucoup utilisé par les historiens et on se pose la question de savoir si est-ce qu'il peut être utilisé à tout moment. Est-ce que lorsqu'un esclave agit contre son maître, est-ce qu'il agit contre l'esclavage? Je vais prendre un exemple, par exemple un esclave qui vole pour se nourrir. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une résistance politique à l'esclavage ou comme un acte de survie? Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'ouvrage s'appelle « Acte de résistance », parce qu'il semble qu'on est plus dans des notions concrètes d'opposition que dans la conception d'une résistance consciente à l'esclavage. Si on regarde l'histoire de l'esclavage, on voit qu'au départ, c'est juste un rapport de force. Comment on explique que, en termes de sociologie, que ce rapport de force est devenu un élément économique? Alors, la plupart des sociétés humaines reposent sur le rapport de force et sur l'exploitation des plus faibles par les plus puissants. La particularité de l'esclavage, c'est de s'intégrer dans une communauté, dans une économie beaucoup plus large. Ça, c'est un facteur que l'on voit très souvent dans toutes les sociétés esclavagistes, que ce soit l'Empire romain, le monde arabo-musulman. C'est toujours de cette manière que cela se fait. C'est-à-dire que ce sont des esclaves qui viennent d'horizons extérieurs, lointains. Donc ce sont ces personnes-là qui sont réduites en esclavage. Et effectivement, ce qui est utilisé pour les réduire en esclavage, c'est le fait de que certains anthropologues appellent donc l'étranger ultime, et on profite de cette situation pour réduire donc des hommes à l'exploitation la plus totale. Mais il y a quand même des similitudes avec des situations bien présentes, notamment lorsque on voit le recours au travail clandestin de personnes qui sont sous-payées. Alors ce n'est plus de l'esclavage, mais c'est toujours, une fois de plus, des personnes qui viennent de très loin, qui sont exploitées. On voit dans la posture de Sudelfuma, justement, cette volonté de montrer que ce soit à l'époque de l'esclavage ou aujourd'hui, on a usé et abusé de ces systèmes-là pour assouvir le peuple plus faible. Oui, alors ce système de domination est avant tout pour permettre l'enrichissement des maîtres. Nous connaissons tous l'engagement politique de Sudelfuma. Ce n'était pas uniquement un historien, il a été vice-président du Conseil général. Donc l'hommage qu'on souhaite lui rendre, c'est à la fois en tant qu'historien, en tant que personnage public, en tant qu'homme. Et c'est sûr que le message qui se dégage de nos travaux, c'est
une volonté de remettre en cause ces systèmes de domination des plus faibles par les plus forts. Comment vous, en tant que maître de conférence, vous expliquerez, vous analyserez cette volonté qu'il avait de vouloir mettre en avant l'identité réunionnaise parce que l'esclavage pour lui était un des piliers de cette entité? Alors, moi je l'ai vu à travers ce qu'il a fait, hein. Et je pense qu'au-delà de l'identité réunionnaise, hein, il est responsable de la chaire UNESCO, il avait vraiment une vision océan Indien des choses, hein. Il organisait des colloques avec des collègues du Mozambique, de Madagascar, de l'Inde, de l'île Maurice, de la Réunion. Et donc il était effectivement très attaché à ce monde de l'océan Indien, qu'il a toujours considéré comme donc un monde qui avait de fortes connexions et dont il fallait justement renouveler les relations. Et on le voit, parfois il faut attendre le 20 décembre, mais au-delà même de ce que pouvait dire Sudelfuma, mais surtout dans ce qu'il était, c'était vraiment quelqu'un qui avait une identité très marquée de l'océan Indien. Et ça, aujourd'hui, est-ce que c'est une chose qu'il faut mettre en avant? Parce que entre les îles des Mascareignes ou bien l'archipel des Comores ou des Seychelles, on voit que les connexions se mettent en place. Comment faire en sorte aujourd'hui pour que l'identité de l'océan Indien ou de la Réunion ait sa place dans cette mondialisation? La question est très vaste. Maintenant, je me contenterai uniquement de la question en histoire. C'est important que l'histoire de l'océan Indien soit connue, ne serait-ce que sur l'histoire de l'esclavage. Vous voyez, on a tendance à dire traite transatlantique, mais en ce qui concerne l'océan Indien, la traite des esclaves, c'était une traite dans l'océan Indien. Donc l'Atlantique, là-dedans, on avait été quand même très éloigné. Et donc, il y a vraiment effectivement une défense des spécificités de cet esclavage dans l'océan Indien. Ce qu'on sait par exemple, c'est que les navires qui faisaient la traite dans l'océan Indien transportaient beaucoup moins d'esclaves que les navires la faisant dans l'océan Atlantique, mais aussi transportaient des bœufs, transportaient du riz venant de Madagascar par exemple. Et cette traite s'inscrivait dans des circuits vraiment très localisés. Vous voyez, par exemple, on ne peut pas parler de commerce triangulaire lorsqu'on parle de la traite dans l'océan Indien. Et pourtant, je crois que c'est ce qu'on apprend aux élèves, hein. C'est une traite en droiture, hein. Les navires partent directement de la Réunion ou de l'île Maurice pour aller s'approvisionner à Madagascar ou au Mozambique ou à Zanzibar. Donc voilà, il y a une responsabilité des chercheurs, des universitaires pour faire avancer cette histoire de l'île de la Réunion, mais connectée avec l'ensemble de son bassin océanique.